Nous allons aborder aujourd'hui le thème de la formulation des questions dans l'entretien judiciaire, et notamment au travers d'une expérience ancienne soit, mais très connue, l'expérience de Loftus et Palmer en 1974. Donc, Elizabeth Loftus est une chercheuse très célèbre pour ses travaux sur la mémoire des témoins, et cette expérience qu'ils ont menée a été fondamentale pour comprendre l'impact que pouvait avoir la formulation d'une question sur le témoignage et sur le souvenir. Voici donc la référence de l'article, si vous avez le courage d'aller lire l'article original, qui est écrit en anglais, et je vais résumer brièvement les points principaux de cette étude aujourd'hui dans cette petite présentation. Donc, dans cette expérience scientifique, les participants étaient des personnes volontaires qui visionnaient le film d'un accident de voiture, donc de deux voitures qui rentraient en collision frontale. Et donc, en visionnant ce film, ils devenaient de fait des témoins de cette scène d'accident de voiture. Et suite à cette scène, la chercheuse leur posait des questions sur l'accident, à la manière de ce que pourrait faire un policier ou une policière, ou une personne qui travaille dans une compagnie d'assurance, pour se renseigner sur les circonstances de l'accident. Donc il y avait une liste de plusieurs questions sur l'événement, et puis la dernière question portait sur la vitesse supposée des véhicules au moment du choc. Voici la question. Selon vous, à quelle vitesse roulaient les voitures lorsqu'elles se sont... Et à ce moment-là, tous les participants n'avaient pas le dernier mot de la question similaire. Certains participants avaient le terme contacté, d'autres avaient le terme heurté, d'autres avaient le terme frappé, d'autres avaient le terme écrasé, et enfin d'autres avaient le terme fracassé. Donc c'était sélectionné au hasard, quel participant aurait quel mot. Les mots étaient en anglais dans l'expérience originale, là ils sont traduits pour la présentation, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que certains participants avaient un mot qui sous-entendait un choc très léger, donc une vitesse relativement faible. À quelle vitesse roulaient les véhicules lorsqu'ils se sont contactés, ça sous-entend un choc assez léger. Et d'autres, au contraire, avaient un mot comme fracassé qui sous-entendait un choc très violent et donc une vitesse très élevée au moment de l'accident. Et ce que mesurait la chercheuse, c'était la vitesse que les participants avaient estimé voir de la part des véhicules. Voici donc les résultats de cette expérience. Ce tableau, il est issu de l'article original. Donc les termes sont en anglais et la vitesse est en miles par heure. Mais voici les résultats en français, en kilomètres/heure. Donc les participants qui ont eu la question à quelle vitesse roulaient les voitures lorsqu'elles se sont contactées ont répondu en moyenne 51 km/h. Et les participants qui ont eu la question à quelle vitesse roulaient les voitures lorsqu'elles se sont fracassées ont répondu en moyenne 66 km/h. Donc ici, on voit que la vitesse estimée semble dépendante du mot utilisé par l'enquêtrice dans la question et de ce que sous-entend ce mot en termes de violence de choc et donc en termes de vitesse à l'origine de ce choc. Donc ça, c'est le premier résultat qui montre clairement l'impact que peut avoir une formulation directement sur le témoignage. Et puis, il y a une deuxième partie dans cette étude. Quelques jours, une semaine plus tard, les participants ont été invités à revenir au laboratoire et à témoigner à nouveau au sujet de cet accident. Donc, ils ont pu décrire librement ce qu'ils avaient observé. Et puis, il y avait encore quelques questions. Et une question portait notamment sur l'existence ou non de bris de glace, de morceaux de verre qui provenaient des vitres des véhicules, sur le trottoir après l'accident. Sachant que, dans la vidéo originale, il n'y avait pas de bris de glace sur la route. Donc, les participants qui mentionnaient les bris de glace avaient en fait un faux souvenir à ce sujet qui n'existait pas. Et il se trouve que les participants qui avaient eu le terme contacté à la question sur la vitesse, 28% d'entre eux ont répondu qu'il y avait effectivement des bris de glace, donc c'est quand même un nombre conséquent, c'est-à-dire que presque une personne sur trois a eu un faux souvenir en ce sens. Mais pour les personnes qui avaient la condition fracassée, eh bien, plus de la moitié, 55% d'entre elles, ont répondu avoir vu des bris de glace, donc avoir eu un faux souvenir concernant cet accident.
Donc, encore une fois, même si c'est une vieille étude, elle est quand même primordiale puisque elle nous a permis de conclure à deux choses qui sont essentielles et qui sont toujours vraies aujourd'hui. En tout cas, d'autres études ont permis de répliquer ces résultats, de montrer que c'était toujours vrai avec d'autres vidéos, d'autres questions, etc. Et ces conclusions sont, premièrement, le fait que la façon dont on va formuler la question peut avoir un impact direct sur le témoignage, immédiatement dans la réponse, un impact qui va aller dans le sens de la suggestion qui est faite par la question. Et le deuxième élément, qui est tout aussi important, c'est que ces questions peuvent avoir un effet de déformation du souvenir, c'est-à-dire qu'avec le temps qui passe, eh bien, on va soit déformer son souvenir, soit carrément créer de nouveaux faux souvenirs qui vont dans le sens de cette suggestion. Donc cette étude montre à quel point la façon dont on choisit ces mots et la façon dont on va poser des questions aux témoins, aux victimes, aux suspects dans les auditions de justice peut influencer directement l'exactitude du témoignage qui en découle. Et par la suite, ce qu'on a observé, alors récemment, j'avais mené une étude pendant ma thèse avec ma directrice qui portait sur les techniques qu'utilisaient des enquêteurs qui n'avaient jamais été formés à des techniques d'audition, puisqu'en France, il y a des personnes qui mènent des auditions qui n'ont pas eu la chance de recevoir des formations à la fois aux techniques et à la fois au questionnement. Et il se trouve qu'on a évalué leurs entretiens et que dans ces entretiens, plus de la moitié des questions, donc 57% des questions posées, étaient des questions dirigées, des questions suggestives qui donc impliquent, influencent un élément de réponse. Donc, le but de cette étude n'est absolument pas de blâmer les enquêteurs et les enquêtrices qui ont participé à cette expérimentation. Au contraire, il est important de préciser que ce phénomène est parfaitement normal, puisque le fait de poser des questions dirigées est quelque chose qui appartient tout à fait à notre langage naturel. Depuis qu'on sait parler, on pose des questions dirigées parce que, pour plusieurs raisons, parce que ça permet de montrer qu'on a de l'empathie, parce que ça permet de sous-entendre des idées que l'on peut avoir et des choses comme ça. Donc c'est dans le langage naturel, c'est une bonne chose de poser des questions dirigées. Or, quand on sait l'impact que ça peut avoir dans des entretiens plus formels, des entretiens de justice, des entretiens de médecine, également des entretiens d'embauche, ça peut avoir un effet néfaste, hein, clairement, sur l'exactitude et sur le souvenir directement, l'exactitude du témoignage et le souvenir des témoins. Donc, l'idéal, bien sûr, serait d'éviter ce type de questions durant les entretiens de justice. Donc, des questions dirigées, on en retrouve très souvent. Donc, ce sont des exemples de questions qu'on a observées dans des entretiens de police. Donc, est-ce que l'homme était brun? Ou encore, diriez-vous que vos voisins avaient une relation conflictuelle? Ou est-ce que la fille était présente sur les lieux? Donc, tout ça, ce sont des exemples de questions dirigées, c'est-à-dire qui suggèrent un élément de réponse. Et la solution pour pallier ces problèmes, c'est de reformuler ces questions d'une autre façon que l'on appelle des questionnements neutres. C'est-à-dire que plutôt que de mentionner un élément particulier, on fait appel en fait à la dimension générale. Donc plutôt que de dire l'homme était brun, on va préférer quelle était la couleur de ses cheveux. Également, comment décririez-vous la relation de vos voisins? Ou encore, où était la fille? Qui était présent sur les lieux? Ce qui suggère beaucoup moins, voire pas du tout de réponse à la personne qui est interrogée. Donc l'objectif de ce type de travaux est avant tout de mettre en évidence l'impact de ces biais sur le recueil du témoignage. Encore une fois, en aucun cas de mettre en cause les personnes qui malheureusement posent des questions dirigées durant leurs entretiens, puisque eh bien, ça demande quand même beaucoup d'efforts de ne pas poser de questions dirigées, de s'entraîner à poser des questions neutres. Et donc, bien sûr, nous encourageons les institutions à multiplier les formations et les exercices pour que les enquêteurs et les enquêtrices puissent développer en fait leurs compétences en formulation des questions.